Ok, moi je vous propose qu'on démarre l'atelier sans plus tarder. Je me présente Laetitia Lecouturier, je suis éco-conseillère à la Fédération nationale de l'immobilier et je suis en charge de l'animation de cet atelier qui s'intitule Bâtiment, process, réduire la dépendance au CO2. Alors, simplement pour les questions d'organisation, on va d'abord laisser la parole aux intervenants qui vont se succéder et je vous demanderai simplement de garder vos questions-réponses pour la deuxième partie en fait, de l'atelier. Alors, d'abord, je voulais faire une petite introduction de quelques minutes et rebondir sur le titre, puisqu'il m'a un petit peu interpellé, réduire la dépendance au CO2, donc que j'ai, je dirais, interprété de la manière suivante, de réduire la dépendance aux énergies fossiles ou réduire les émissions de CO2. Enfin, j'imagine que c'est comme ça qu'on l'entend. Alors, je voulais commencer simplement par dire qu'on vivait dans une époque formidable, dans un monde de progrès, où on peut s'éclairer, se chauffer, acheter des produits de consommation courante, se déplacer facilement. Et que tout ce progrès-là, personne ne voudrait revenir en arrière. Simplement, il s'est fait à grand renfort d'énergie, comme vous le savez, et ce, au détriment de l'environnement, des réserves d'énergie fossile et conséquences directes également sur le climat. Et c'est tout l'objet de l'atelier aujourd'hui, puisque des solutions et des objectifs, on s'en est fixé. Tout d'abord au niveau européen, avec le paquet énergie-climat qui fixe un objectif à l'horizon 2020 de moins 20% d'émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 1990. Au niveau français, moins 17%. Et pour l'horizon 2050, le fameux facteur 4 dont on entend parler régulièrement, donc moins 75% d'émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 90. Et si on fait un petit focus sur le secteur du bâtiment, là, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, on est sur un objectif de moins 50% pour l'horizon 2020. Alors, ça, ce sont les grands objectifs, je dirais, politiques. On va voir maintenant, à travers les 3 interventions de l'atelier, comment ça peut se traduire sur le terrain de manière tout à fait concrète. Tout d'abord, avec une présentation de M. Frédéric Lang, qui est ingénieur papetier, directeur de l'usine Sonoco Paper France à Schweighouse. Puis sera suivi de l'intervention de Mathieu Langrenier, qui est ingénieur chargé d'affaires à Ecoltral, qui est donc une filiale du groupe électricité de Strasbourg, sur la rénovation basse consommation d'un immeuble de bureau. Et enfin, nous aurons l'intervention de Madame Janine Schmidt, qui est maire de Niderney, qui nous parlera de la rénovation basse consommation de la salle polyvalente. Alors, je commence par laisser la parole à Monsieur Frédéric Lang pour l'exemple sur Sonoco. Merci. Bonjour à tous. Donc, je vais essayer de vous présenter maintenant donc, une petit diaporama sur quelques exemples d'amélioration du procédé dans l'industrie papetière, puisque nous avons eu donc 2 exemples que je vais vous développer. Alors d'abord quelques mots sur notre entreprise, donc Sonoco Paper France. Qui sommes-nous? Donc nous sommes, nous, fabricants et producteurs de carton dit carton pour tube, filiale donc, à 100% du groupe américain Sonoco, qui est spécialisé dans l'emballage, pas uniquement l'emballage carton. Les principales applications, c'est-à-dire nos clients et les clients de nos clients, donc ce sont les industries textiles, papetières. Les tubes qui sont fabriqués avec nos cartons servent également donc comme mandrin pour tout ce qui est industrie du film étirable, et également le marché de l'hygiénique, c'est-à-dire donc tout ce qui concerne l'emballage des essuie-tout, papier toilette, etc. Donc les principaux clients que nous avons sont bien sûr, alors le groupe Sonoco est partiellement intégré, c'est-à-dire qu'il y a des tuberies, des usines qui transforment notre carton en tube, et nous avons également comme autres clients
tous les grands groupes européens producteurs de watts, donc le papier absorbant. Notre capacité de production sur le site est d'environ 90 000 tonnes par an sur 2 lignes. Et nous sommes situés près de Haguenau, donc à Schweighouse. L'effectif, donc c'est une petite PME, environ une centaine de personnes. Alors, juste quelques petits rappels sur le process et quelle est donc un peu la problématique que nous avons, qui est la même pour tous les papetiers en général. C'est que le process papetier, par essence, est très gourmand en énergie. Énergie sous forme de chaleur et de force motrice, donc électricité. Le process papetier, donc lui, se décompose en 3 étapes. Première étape, donc égouttage, formation de feuilles, pressage et séchage. Donc les 3 étapes, donc ce qu'on appelle une machine à papier. Une machine à papier, c'est une machine à enlever de l'eau. Et donc l'ordre du process, comme je viens de le dire, donc c'est d'abord formation de feuilles, puis pressage, puis séchage. Mais en termes d'énergie, c'est l'ordre inverse, c'est-à-dire que c'est bien le dernier stade, qui est le séchage, qui consomme de loin le plus d'énergie. Ensuite, le pressage et l'égouttage, qui est un égouttage essentiellement gravitaire, plus avec un peu de vide, lui, est beaucoup moins énergivore et vient en 3e étape. Mais le process est ainsi fait que donc on respecte cet ordre-là. Le séchage, donc, puisqu'on va parler de cette partie-là, ce séchage se fait donc par contact de la feuille sur des cylindres qui eux-mêmes sont chauffés donc, avec de la vapeur. La vapeur, elle, est produite par différents moyens. Donc, essentiellement, donc, de façon générale, ce sont des chaudières. Des chaudières, soit des chaudières à gaz, soit, pour notre cas, on le verra plus tard, donc nous utilisons de la vapeur qui vient d'une usine d'incinération d'ordures ménagères qui est à proximité. Et donc nos objectifs sont, je dirais depuis longtemps, de réduire notre consommation spécifique de vapeur, c'est-à-dire le ratio tonnes de vapeur par tonne produite, de façon à réduire nos coûts énergétiques et par là même donc de réduire nos émissions de CO2. Donc la problématique étant posée, eh bien donc, comment s'améliorer ? Comment s'améliorer ? La situation actuelle est donc assez simple. Nous avons des machines qui sont relativement anciennes et nous avons des ratios énergétiques qui sont largement améliorables. Donc une première étape, enfin ce n'est pas une première, mais une étape récente, a consisté d'abord donc, à faire un bilan thermique qui a été réalisé donc, avec l'aide du Centre technique du papier, qui est situé à Grenoble, qui nous a permis d'évaluer tous les gains potentiels et également de commencer à nous proposer des idées d'amélioration pour donc réduire notre ratio énergétique. Nous avons ensuite réalisé bien sûr les études, les chiffrages de toutes les modifications. Nous avons donc ensuite fait des choix sur les différentes options et ensuite bien sûr monté les projets avec différents fournisseurs potentiels, avant de présenter bien sûr le projet à notre actionnaire, parce qu'il faut bien financer tout ça. Et bien sûr, en parallèle, nous avons aussi répondu à l'appel à projet de la région Alsace, qui nous a donc répondu favorablement pour une aide sur ces projets-là. Et donc maintenant, on va rentrer un peu dans le détail, rassurez-vous, sans être trop technique, pour donc montrer les 2 réalisations que nous avons faites cette année. Donc la première ligne, donc, historiquement, s'appelle la machine 4, sur laquelle donc, nous avons réalisé un investissement de récupération de chaleur que vous voyez donc, ici en rouge. Donc là est représenté uniquement ce qu'on appelle la partie sécherie, où on voit donc ce qu'on appelle les différents cylindres sécheurs. On voit donc, on symbolise la feuille qui passe alternativement donc sur les cylindres. Donc qu'est-ce que l'on a fait ? Donc la première chose que l'on a faite, c'est de récupérer donc sur les condensats, parce que la vapeur qui
qui est introduite dans les cylindres, donc cède sa chaleur latente de vaporisation et, à la feuille, et donc se transforme en condensat. Et les condensats qui sont donc aux alentours un peu moins de 100 degrés, donc eux sont ensuite renvoyés au générateur de vapeur. Et donc avant d'être renvoyés, donc toutes les calories qui sont encore présentes dans ces condensats, eh bien, avant étaient renvoyées directement donc à la chaufferie. Et donc la modification qui a été faite, c'est de rajouter une batterie ici de condensat qui nous a permis donc eh bien, de récupérer cette chaleur-là qui, avant, donc, nous obligeait à utiliser davantage de vapeur par le rideau vapeur. Maintenant, le rideau vapeur qui est là ne sert plus qu'en complément. L'autre partie qui a été également réalisée, c'est de récupérer donc une partie de l'extraction de cette hotte. Là, on a une hotte sur un cylindre qu'on appelle frictionneur ou Yankee, qui avant était perdue. Cet air-là, chaud et assez sec, était perdu. Et donc maintenant, on le récupère pour être introduit ici donc en mélange avec de l'air extérieur qui est ensuite chauffé pour être introduit ensuite en soufflage dans les poches de la hotte et qui permet donc d'améliorer le transfert de masse, c'est-à-dire l'évaporation de l'eau donc qui est dans la feuille. Donc voilà juste un exemple de ce qui a été fait cette année sur la hotte de la machine 4. Donc dit autrement, ce qu'on a fait sur cette machine, c'est qu'on a réutilisé donc, la chaleur des condensats qui était perdue pour donc, souffler dans une partie de la hotte. Et donc ça nous permet évidemment de gagner en consommation de vapeur et donc en émission en génération de CO2. Et également, donc, comme je l'ai dit, donc, le soufflage d'air chaud dans les zones humides et donc un meilleur transfert dans cette partie de sécherie. Le montant total est relativement modeste, environ 120 000 euros. Nous estimons donc les gains environ à 3 000 mégawatts par an, ce qui nous fait un équivalent de 560 tonnes de CO2 par an, qui nous baisse donc de façon significative notre consommation. Je reviendrai un peu là-dessus, donc de façon importante, donc 16% d'économie estimée sur cet investissement grâce à ce qu'on a fait cette année. L'autre exemple sur donc, la machine 5, l'autre machine à carton que nous avons. Donc sur la machine 5, donc, sans rentrer trop dans les détails techniques, donc, on voit encore la partie sécherie avec les différents cylindres. Donc, historiquement, donc, nous avions dans cette zone-là ce qu'on appelle en termes papetiers une presse en colleuse ou une size press qui ne servait plus depuis déjà pas mal d'années. Et donc, nous avons décidé d'utiliser cette place qui est là pour rajouter des cylindres sécheurs. C'est ce qu'on va voir là. Et surtout, en même temps, donc il y a toujours sur cette machine d'autres cylindres qui, dans le passé, puisque la machine est assez ancienne, servaient à sécher les feutres qui sont utilisés pour plaquer la feuille sur la surface des cylindres pour améliorer l'échange thermique. Donc, dans le passé, ces feutres étaient en laine, devenaient assez humides. Il fallait donc les sécher. Et ces sèche-feutres-là donc, bien, consomment de la vapeur, mais finalement pas pour grand-chose. Et donc, le but, c'était d'arrêter complètement la vapeur sur tous ces cylindres sèche-feutres et de concentrer ça sur les nouveaux cylindres. Donc, on va voir le principe. Donc, en fait, là où il y avait ce fameux trou ici, eh bien, nous avons rajouté là 3 cylindres sécheurs. Donc, maintenant, la place est complètement occupée. Et donc, on a ainsi donc fortement augmenté l'efficacité de séchage. Et donc, ça nous a permis de réduire la consommation donc, sur les fameux sèche-feutres et de également donc, gagner en énergie spécifique de vapeur. Donc voilà, ça c'était pendant les travaux qui se sont
déroulé au mois d'octobre. Donc c'est relativement récent, cet investissement. On en voit déjà les bénéfices. Et donc le montant là est plus important puisqu'il approche les 400 000 euros. On attend un dégât plus important de l'ordre de 6 500 mégawatts par an et donc l'équivalent de 1 200 tonnes de CO2 par an. Et là, pareil, 14% de réduction par rapport à ce que l'on avait précédemment. Donc on voit en résumé que les temps de retour sur ces deux projets eh bien, sont relativement courts, hein, puisqu'on est à moins de 2 ans. Au cumul, donc, on arrive à environ 1800 tonnes de CO2 par an, qui reste quelque chose d'appréciable. Et on voit que finalement, l'amélioration des procédés pour les rendre moins énergivores, eh bien, ça ne demande pas forcément une rupture technologique immense. Et donc, nous, on se situe en tout cas clairement vers plutôt une politique d'avancer à petits pas, ce qui est en général le cas des industries lourdes. On n'a pas comme objectif de révolutionner complètement le process, mais plutôt de le faire évoluer petit à petit. Pour conclure simplement aussi sur notre usine plus particulièrement, sur les autres aspects environnementaux, et ce sera donc la dernière diapositive, c'est donc juste pour rappeler, enfin, ou pour dire que nous avons comme matière première donc 100% de carton récupéré et recyclé. Tous les déchets qui sont donc dans ces cartons récupérés, parce qu'il y en a quand même environ 10 à 14% selon les sortes, eh bien, tous ces déchets-là vont en valorisation énergétique donc, dans un incinérateur. Au niveau de la politique de l'eau, donc nous avons depuis longtemps une forte politique de réduction des prélèvements d'eau et de recyclage. Nous avons une station biologique interne. Comme je le disais également tout à l'heure, au niveau de l'énergie, donc les 2/3 de nos besoins à vapeur proviennent de l'usine d'incinération des ordures ménagères située donc à côté, à 2 km, le SMITOM de Haguenau. Et concernant la partie électricité, nous avons donc en interne 20% de nos besoins électriques qui viennent d'un turbo-alternateur qui détend donc la vapeur qui est produite, enfin qui vient de cette usine, qui vient à peu près à 24 bars, et également du complément que nous faisons aussi à 24 bars. Et tout ça est détendu donc dans un turbo-alternateur. Donc, tout ça pour dire que le développement durable, eh bien, c'est quand même une réalité qui existe depuis longtemps chez nous, donc à Sonoco Paper France. Voilà, merci de votre attention. Merci Monsieur Lang pour ce témoignage. Et je vous propose de passer la parole tout de suite à notre prochain intervenant, Monsieur Langrenier de la société Ecotral. Bien, bonjour à toutes et tous. Je vais vous présenter un projet emblématique pour le groupe Électricité Strasbourg. En l'occurrence, le bâtiment qui s'appellera, l'Espace Vauban, qui est la réhabilitation d'un immeuble de bureau du patrimoine DS. On me pardonnerait, mais plutôt que de dire Électricité Strasbourg, je raccourcirai en DS. Alors, l'existant, de quel bâtiment il s'agit? Parce que le patrimoine DS est assez conséquent. Le bâtiment qui a été retenu est le bâtiment qu'on nomme en interne le bâtiment des compteurs, qui se trouve rue Gustave Adolphe Hirn. Grosso modo, il est en face de l'hôtel Ibis, là où il y a le pont Matisse. Donc, c'est un bâtiment qui date des années 50. En relativement bon état. Alors pourquoi ce bâtiment? Parce qu'il possède déjà des qualités intrinsèques en l'état, c'est-à-dire une localisation, alors bon, certes, pas centrale au sens de l'hypercentre-ville strasbourgeois, mais très centrale dans Strasbourg avec une desserte autoroute et tram immédiate. Un bon état général du bâti, une visibilité de
depuis la rue de Molsheim. Une grande qualité d'éclairage naturel, puisque c'est un bâtiment qui est déjà fortement vitré. Par contre, des inconvénients repérés. L'entrée actuelle est mal positionnée, c'est-à-dire qu'elle se situe sur un des pignons du bâtiment. Une géométrie contraignante des plateaux, parce que bon, c'est un bâtiment qui a un certain âge, et n'est pas spécialement bien adapté à la location tertiaire. Des performances énergétiques jugées insuffisantes au jour d'aujourd'hui, des équipements internes vétustes et une accessibilité, notamment aux handicapés, inexistante. Alors, le groupe ES a décidé. Alors, dans le groupe ES, en fait, pour être précis, c'est Électricité Strasbourg SA qui est donneur d'ordre, qui a décidé de rénover ce bâtiment en y intégrant les nouvelles normes, une amélioration de la performance énergétique et également les réglementations en vigueur aujourd'hui, puisque ce sera un bâtiment qui deviendra RP catégorie 5. Alors la performance énergétique, on vise, parce qu'en fait c'est un projet qui a émergé il y a à peu près une bonne année où j'étais à l'origine. Et donc oui, au niveau de performance énergétique, on a visé un label BBC moins 10%. On vise également une modularité des surfaces, un confort évidemment d'usage été et hiver, une optimisation des surfaces locatives, parce que c'est un bâtiment qui est censé être voué à la location. Évidemment, une architecture dynamique et valorisante pour le groupe. Une pérennité, une maîtrise du budget, on verra ça par la suite. Une mise aux normes, bien sûr, l'accessibilité et la sécurité du bâtiment. Alors, le projet retenu est le suivant. On verrait que ça a une toute autre allure, même si c'est une perspective d'architecte. Alors bon, j'aurais dû garder peut-être l'image à part pour que ce soit plus parlant par la suite, mais ça, je m'en rends compte à l'instant. Donc, bon, grossièrement, on a trois parties. Vous vous souvenez, il y a le corps du bâtiment assez cubique ici, avec aucune entrée côté rue. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on va installer une tour extérieure en permettant l'accessibilité à tous les étages avec double ascenseur et escalier et une surélévation en structure légère. Alors, la surélévation a été possible grâce au PLU qui nous autorisait à augmenter la hauteur du bâtiment. Alors, sans rentrer dans le détail, hein, parce que le temps est compté, qu'est-ce qui est prévu pour améliorer cette performance énergétique? C'est l'isolation par l'extérieur de toutes les parois, essentiellement avec de la laine de bois, mais aussi avec de la laine de verre. Le remplacement des fenêtres et des portes sur l'ensemble du bâtiment avec une attention très particulière à l'étanchéité. Bon, ce seront pour ceux qui connaissent, sans doute des fenêtres de type, avec coefficient UW de 1,2. Le traitement du confort intérieur, alors ça c'est pas une nouveauté parce que le bâtiment a été déjà traité par pompe à chaleur sur nappe phréatique, en chaud, réversible et en froid. Donc en fait ces installations ont été rénovées déjà et vont alimenter ce bâtiment comme d'ailleurs les bâtiments avoisinants. Le renouvellement d'air sera assuré par une innovation, pas tout à fait, mais quelque chose de peu courant, c'est-à-dire une pompe à chaleur RR sur l'air soufflé et air extrait. Au niveau du confort d'été, mais pas seulement le confort, mais pour limiter les entrées par rapport solaire, seront mis en place des stores motorisés et pilotés par l'ensoleillement. Également au niveau de la performance de l'éclairage, on retient une solution d'éclairage par LED. Également, toujours pour le confort, cette fois-ci visuel, c'est la mise en place de stores intérieurs.
L'amélioration du confort acoustique, bon, certes, qui n'est peut-être pas l'objet de nos présentations aujourd'hui, mais qui est extrêmement important. Et pour finir, point le moins négligeable dans cette opération, c'est le pilotage de l'ensemble par la GTB. La GTB, c'est à la fois un outil de pilotage, mais c'est aussi un outil de reporting, et c'est aussi également un outil qui permet, on va dire, d'accompagner la sensibilisation des usagers, enfin essentiellement des locataires, de ce futur bâtiment. Alors, quels ont été les critères de choix? Il y a eu le choix du projet architectural, l'engagement sur le label BBC moins 10%, les performances énergétiques d'une façon générale, le choix de matériaux environnement corrects, verts pour certains, la qualité et les performances des menuiseries. Alors, ce bâtiment se trouve dans une zone où l'architecte des bâtiments de France avait son mot à dire. Donc, en fait, on a dû, je dirais, non pas négocier, mais lui présenter plusieurs projets et discuter avec lui de ce qui lui convenait le mieux. Évidemment, le nerf de la guerre étant toujours aussi et également le prix, et on a dû faire un compromis entre la qualité et le prix. Et cette surélévation permet effectivement un aspect séduisant et moderne du bâtiment. Alors, la réglementation. Alors, ce projet, il est emblématique pour deux raisons. La première, c'est pour le groupe ES, puisque c'est une première. Peut-être d'ailleurs même, ça peut-être quelqu'un dans la salle pourra me dire le contraire, mais je pense que c'est peut-être le premier bâtiment tertiaire de cette envergure qui sera rénové BBC. Je mets un petit doute parce que peut-être que l'ESCA, donc le bâtiment Caisse d'épargne à la place des Halles qui vient d'être rénové, rentre peut-être dans cette catégorie-là. Donc la réglementation, en fait, un BBC rénovation dans le tertiaire tout seul, ça n'existe pas. Effinergie parle d'un label HPE dont une des composantes est ce BBC rénovation tertiaire. Je parle bien de tertiaire. Bon, ça, c'est pour ceux qui veulent en savoir un peu plus. Donc, bon, le BBC, c'est moins 40% par rapport à une situation de référence. Et vu la surface, on est dans une approche globale. Particularité, c'est que, vous vous souvenez, on crée une surélévation du bâtiment, donc un étage plus un comble. Et la réglementation dit que tout bâtiment neuf qui est mis en projet en dépôt de permis de construire après le 28 octobre 2011, je parle bien du tertiaire, dépend de l'ART 2012. Alors on se trouve, puisque le dépôt de permis de construire a été déposé, je crois, vers fin novembre 2011, on se trouve dans une situation assez innovante aussi sur le plan réglementaire, c'est-à-dire que la partie de corps existant dépend de la BBC rénovation RT 2005 et la surélévation en neuf dépend de la RT 2012. Alors, au niveau des résultats en termes d'étiquette énergie et GES, on part d'une situation initiale qui, bon, je ne veux pas rentrer dans le détail, la situation initiale, les chiffres que vous voyez en bleu, là, sont des résultats de calcul qui sont pessimistes. C'est-à-dire qu'on peut penser qu'en fait, on était bien au-delà de ça. On passe de 206 à 84, c'est-à-dire la réduction des 60%, enfin 50 plus 10, dont on parlait précédemment. Et au niveau GES, alors ça vous semble curieux, on passe de 7 à 2. Alors il faut savoir que ce gap, enfin ça n'a pas l'air d'être grand-chose, mais ce gap, il est très important. Alors pourquoi on était aussi bas? C'est parce qu'on fonctionnait déjà anciennement sur une pompe à chaleur sur nappe phréatique, donc avec une émission de CO2, enfin de gaz à effet de serre, très faible. On reste sur le même principe pour la production de chaleur et de froid. Alors qu'est-ce qu'on pouvait faire de mieux? Ce qu'on a fait de mieux, c'est effectivement l'aspect au niveau LED pour les luminaires et la pompe à chaleur RR sur l'air hygiénique. Alors bon, de 7 à 2, c'est 5, mais vu d'une autre manière, c'est divisé par 3. Donc on se rapproche quasiment du zéro CO2. Alors, au niveau des conclusions,
qu'est-ce qui était important? C'est l'atteinte de cet objectif BBC rénovation, plus évidemment l'obligation de la RT 2012. Je passe un peu plus loin. Et l'aspect environnemental, avec l'usage de matériaux verts, ou on va dire environnementalement propres, et la diminution de l'impact CO2. Alors, les enjeux pour le groupe ES, c'est la réhabilitation tertiaire. C'est positionner tout le groupe, y compris sa filiale, sur la réhabilitation et les services en éco-efficacité énergétique. J'ai l'habitude de dire S3E chez nous, donc quand on le dit en entier, c'est plus compliqué. Bon, Ecotral étant déjà sur le domaine depuis longtemps, mais pas sur la réhabilitation. L'organisation de la démarche. Alors, comment ça s'est passé? En fait, il y a eu un concours APS où Ecotral a été mis en concurrence en tant que contractant général. Non pas entreprise générale, parce que contractant général, c'est non seulement l'entreprise générale qui va s'occuper de tout, mais y compris les études. Donc on a été mis en concurrence avec d'autres prestataires. Donc on a choisi un projet qui sort vraiment, qui a de l'allure. L'exploitation du PLU en hauteur, hein, qui est un point marquant. Donc les performances énergétiques élevées. Des innovations technologiques. Alors, innovation, comme je l'ai dit avant, certes, on n'a pas employé des chercheurs, mais on utilise des technologies qui sont très récentes. Et un bilan énergétique et environnemental avant et après travaux qui est sensiblement amélioré. Donc, on passe de 206 à 84 kWh équivalent énergie primaire par mètre carré par an. Et au niveau bilan CO2, on passe quasiment au niveau zéro émission CO2. Voilà, je vous remercie. Merci Monsieur Langrenier pour cette présentation. Et je passe la parole sans plus tarder à Madame Schmitt, maire de Niderney. Bonjour tout le monde. Alors, je suis le maire d'une petite commune de 1246 habitants qui n'a pas beaucoup de rentrée d'argent et qui avait à restructurer, à réorganiser une salle que l'on appelait la salle polyvalente. Et à l'intérieur de cette salle polyvalente, en fait, il y avait d'une part le clubhouse et de l'autre côté, la salle des fêtes où on se réunissait régulièrement. Il y avait un autre souci pour cette salle. Il fallait réadapter un certain nombre de choses et le souci important, c'est que c'était un chauffage au sol électrique. L'installation, la création de ce bâtiment datait de 1984. Donc, à partir de 2009, on s'est dit il faut revoir tout ça. Dans un premier projet, on avait décidé de séparer le clubhouse, bâtiment à part, et une nouvelle salle des fêtes. On s'est rendu compte que financièrement, c'était trop, parce que tout simplement, il fallait réorganiser tous les réseaux souterrains. Et il a été décidé de tout remettre sous le même toit. Alors, vous voyez ici cette salle avant, telle qu'elle existait, avec tout simplement une installation honnête, mais sans plus. Les travaux ont commencé en fin 2010, on va dire février 2011, vraiment. Les travaux ont commencé parce que tout simplement, en 2010, a été déposé un permis de construire. Et ce permis de construire, alors qu'il était en cours d'étude, a été légèrement modifié puisque à ce moment-là, on a appris que la région avait lancé des appels à projets. On est rentré dans ce projet, on a pris contact, il faut le dire, avec une personne à la région qui s'appelle Monsieur Gendre, qui nous a beaucoup, beaucoup assisté au début parce que nous étions les tout premiers, en fait, en Alsace, à demander une aide financière.
Et une fois qu'on avait toutes ces informations, il fallait ensuite revoir les prix de départ, le prix de départ pour l'ensemble du bâtiment. Mais bon, on était vraiment convaincus qu'il fallait y aller, alors qu'on ne parlait à ce moment-là, je vais dire en février-mars 2010, on ne parlait pas vraiment BBC pour les bâtiments officiels, hein. On était encore BBC pour le particulier, mais voilà, dans quoi on va s'engager, on n'en savait trop rien. Et c'était en plus de ça une restructuration, il fallait tout modifier. Grande question pour le conseil municipal, est-ce qu'on y va ? De combien le projet va, les prix vont-ils augmenter ? C'était des hésitations. Bon, les adjoints et moi-même, on était convaincus qu'il fallait y aller coûte que coûte. Il y avait quand même pas mal de réticences pour des raisons financières. Alors, on y est allé. On a eu beaucoup de soucis en cours de route parce qu'on a changé d'avis. Voilà, entre le permis déposé, il fallait refaire un permis modificatif. Je vous dirai pourquoi, parce qu'on a ensuite décidé d'installer des panneaux solaires pour l'eau chaude des douches, des vestiaires pour le club Ouse. D'autant plus que c'est un club qui a beaucoup d'équipes. Par ailleurs, on est petit, mais là, on est bon. Enfin, on a été bon. Alors, voilà. Donc, on est parti à partir de 2010-2011. Ont commencé les premiers problèmes d'ordre technique et d'autres relationnels avec le football club. On a donc démarré. Vous êtes ici devant la partie qui est... Ça, c'est la partie qui a été rajoutée. Le club Ouse est de mon côté. Et il y a donc eu une mise en place d'une isolation extérieure qui a été faite avec 20 cm de polystyrène d'épaisseur, donc de 20 cm. Un plafond qui a été isolé par 30 cm de laine de verre. Ensuite, il y aura d'autres couches qui ont été rajoutées. Le sol qui, sur une partie du bâtiment, a été gardé, mais sur l'extension, parce qu'il y a extension ici, mais il y a aussi extension sur les côtés. Donc, on a dû mettre 12 cm de mousse de polyuréthane sous la chape. Il y a eu des travaux supplémentaires. Le triple vitrage sur toutes les ouvertures a été décidé. Et puis, bien sûr, la ventilation en VMC double flux. Le plan de financement pour l'ensemble des travaux, vous l'avez sous les yeux. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'une fois qu'on avait fait la présentation du projet, une fois que la région nous avait en fait accompagnés, nous savions seulement à ce moment-là à combien on pouvait prétendre de subventions. Les subventions, donc, pour le niveau BBC, comme vous le voyez, de la part de la région Alsace, sont de 20 000 €. Pour l'étude thermique, parce qu'il fallait faire une étude, il y a eu 4 000 €. Pour la réhabilitation, il y a eu donc 18 166 €. Et pour le chauffe-eau solaire, avec les panneaux solaires, on a eu une subvention de la part de la région de 3 480 €. Mais avec cette subvention de la région, on a aussi pu prétendre à une subvention du FEDER. Et pour le moment, nous n'avons pas encore, ce retour d'argent n'est pas encore arrivé, hein. Donc, le FEDER nous donne 63 648 €. Je pense que tout le monde sait que le FEDER, c'est l'Union européenne, hein, d'accord ? Donc, le dossier part. Et puis, nous avons eu la chance de connaître l'ES Énergie. Et grâce à l'ES Énergie, on les a d'ailleurs eu, c'est plus que 20 000 €, c'est 23 000 €. On a eu 23 000 € et nous sommes en train de monter un dossier pour des économies,
certificats d'économie d'énergie. Lorsque nous avons démarré le chantier, ces certificats ne pouvaient pas encore être donnés pour des projets donc, de salles communales. Et maintenant, c'est possible. Donc, nous y travaillons avec donc, le grand espoir d'obtenir encore une subvention. Voilà la salle telle qu'elle est terminée. Alors, cette salle qui est terminée, vous la voyez de l'extérieur et vous la voyez de l'intérieur. De l'extérieur, sur ce côté-là, ça c'est le côté ouest. Et jusqu'à cette porte-là, tout ce bâtiment, sur l'avant, c'est le Clubhouse. Ça, c'est notre salle des fêtes. Et c'est une salle des fêtes qui, avec l'autre côté en toit plat et le Clubhouse en toit plat de l'autre côté, notre salle des fêtes peut accueillir aujourd'hui, bon, ça marche plus, peut accueillir 346 personnes. Donc on a une salle qui est grande, qui est confortable, qui est en fait telle que vous la voyez. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons eu, j'ai dit tout à l'heure, de la laine de verre, mais il y a eu aussi tout un travail au niveau du tout un travail au niveau du plafond d'isolation très très important qui a été fait. Et puis, nous avons ici une salle qui est un plafond acoustique qui n'a rien à voir avec le BBC, mais qui renforce quand même, qui nous avantage de ce point de vue-là. Sur le côté droit, là, on a eu une cuisine. Et nous avons essentiellement vécu cette salle cet été. On a pu tester l'isolation. Sans qu'on ait de normes chiffrées pour le moment, eh bien, je peux vous dire que c'était fort agréable au moment où il faisait très très chaud, avec une ventilation qui ne marchait pas encore tout à fait. Et donc, nous en sommes de ce point de vue-là très satisfaits. La ventilation double flux est marquée à 19 degrés, elle est en train de fonctionner et vraiment, on n'a pas tellement de soucis de chauffage, je ne pense pas. Nous ne reviendrons pas aux chiffres élevés que l'on avait pour la consommation d'électricité. Je voudrais préciser une chose. Au départ, nous pensions mettre une pompe à chaleur avec eau. Et des études ont été faites, ce n'était pas rentable pour l'installation parce que ce bâtiment n'est pas occupé en permanence. Il est occupé maintenant pratiquement toutes les semaines par des locations, anniversaires, fêtes, enfin mariages. Ça marche relativement, et on va dire même très bien. On est très content. Mais donc, quand on a fait l'étude, aussi bien pour le Clubhouse qui est séparé, parce que là où je me situe, il y a un mur qui sépare. Donc, il y a deux entrées différentes. Il n'y a plus de lien entre les deux salles. Et donc, il n'était pas intéressant de mettre en place une pompe à chaleur. Ce n'était pas rentable. Deuxième chose, on avait voulu mettre du gaz. On voulait relier la salle au réseau du gaz qui traverse la commune. Et là, Gaz de France nous a dit non, vous êtes trop loin du réseau, ce n'est pas rentable pour eux, donc on ne va pas le mettre en place. On aurait pu faire un raccordement à travers un petit chemin piétonné, mais il y avait des soucis autres de câblage, d'autres installations, donc on ne pouvait pas. Donc, on est ici maintenant avec une salle, sauf par grand froid, qui a quelques radiateurs, mais qui ne sont pas utilisés. On espère ne pas les utiliser. En tout cas, nous avons aussi fait faire le test à l'étanchéité, puisque pour que ce soit un bâtiment BBC, il faut qu'il y ait le contrôle. Nous sommes très, très satisfaits du résultat. Donc, les entreprises qui ont travaillé sur ce chantier ont relativement, on peut même dire, très bien travaillé. Pour terminer, je voudrais dire autre chose, c'est que
nous serons reliés par liaison téléphonique au service de la région, parce que sur les 2 années à venir ou les 3 années à venir, eh bien, ils vont faire le test de consommation d'électricité, enfin pas d'électricité, d'électricité pour le double flux, voir comment cette salle évolue et quel est l'intérêt et l'avantage de tout cela. Pour le chauffage, dernier point, pour les chauffe-eau, nous avons 2 ballons. Un ballon de 1000 litres et durant tout l'automne, là, quand il faisait beau, c'est ce ballon-là qui servait aux douches pour les footballeurs. Je crois que j'ai dit l'essentiel. Voilà. Je vous remercie. Je vous remercie pour cette présentation. Je demanderai aux 3 intervenants de venir s'installer à la table simplement pour quelques minutes d'échange avec la salle. Voilà, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? N'hésitez pas, puisqu'on a dit qu'on gardait toutes les questions en fait pour la fin. Oui, alors je vais descendre, vous donner le micro, puisque en fait les échanges sont enregistrés. Comme ça, tout le monde peut vous entendre. Oui, moi je voulais savoir en fait comment un petit village comme ça, enfin, est venue l'idée de faire autant de travaux sur la salle des fêtes. Est-ce que c'était dû à une mise aux normes qui ne fonctionnait pas, ou est-ce que c'est un changement radical C'est quand même un gros budget pour une petite commune. Oui, c'est un budget donc de 1 million d'euros. Et cette mise aux normes était nécessaire. Il y avait, on va dire, quelques besoins de séparer véritablement le clubhouse de la salle des fêtes, parce que quand la salle des fêtes était louée et que le football club avait 1 ou 2 matchs, de temps en temps, il y avait quelques soucis. Ensuite, il y avait une deuxième chose, c'était ce fameux chauffage au sol, ce chauffage électrique au sol. Il fallait faire fonctionner en fait ce chauffage en hiver pendant toute la semaine pour ne pas avoir trop de montée en puissance en fait. Et d'autre part, on voulait aussi avoir une salle plus conviviale et on voulait avoir une salle avec une cuisine. Et donc tous ces aspects-là se sont regroupés. Et on a donc commencé à réfléchir. Mais je crois que très, très rapidement, avec mes adjoints, on était persuadés qu'il fallait aller vers le BBC. Aujourd'hui, on le dit presque tous les jours, aujourd'hui, tout le monde parle BBC. Mais quand on y est allé, là, il y a à peu près 2 ans, on était, je ne vais pas dire en avance, mais on allait dans point d'interrogation. Et aussi avec un certain nombre de commentaires de la part d'habitants. Mais pourquoi vous dépensez autant? Parce qu'on a augmenté à peu près de 100 000 euros. Pour le BBC, on a augmenté de 100 000 euros. Et puis bon, il y a encore tous les annexes. Aujourd'hui, on est ravis. Hein. Il n'y a absolument pas, et les gens étaient, il y a eu des mariages cet été dans la salle, il y a eu des anniversaires, il a fait très chaud à un moment donné, et c'était le confort. Voilà, alors donc maintenant, on espère une seule chose, mais on le voit actuellement aussi, c'est qu'avec le froid qui va arriver, eh bien, on va essayer de voir s'il y a beaucoup de consommation d'électricité. On a regardé quand même le compteur électrique jusqu'à présent. On n'a pas beaucoup consommé. Voilà. Donc, mais là, il nous manque quand même, pour la consommation, il nous manque le recul. Hein. Elle n'a été louée que pendant l'été, donc il nous manque l'hiver. Et voilà. Vu de l'extérieur, vous avez vu, c'est une salle qui ne paye pas de mine, mais de l'intérieur, voilà, on est content. Moi, j'avais une question pour vous, Monsieur Langrenier. Vous avez parlé à un moment donné de store screen et je me demandais en fait ce que c'était. Excusez-moi, il y a certains termes techniques que je n'ai pas détaillés. En fait, il s'agit de screen, ça veut dire écran, en anglais, pardon.
Et en fait, ce sont des stores légèrement, troués, et qui laissent diffuser un maximum de luminosité tout en évitant des problèmes d'aveuglement de la personne au poste de travail. Donc en fait, bon, juste pour information, les stores intérieurs sur le plan thermique, ça sert quasiment à rien. C'est le store extérieur qu'il faut privilégier. Simplement, le store extérieur réagit par rapport à un ensoleillement et pas forcément par rapport au confort visuel intérieur. Voilà. Oui, j'ai une autre question du néophyte à XXC Strasbourg. C'est le pilotage par GTB. Alors, la notion de pilotage m'intéresse, mais GTB, j'ai pas compris. Si vous pouviez un peu développer. Excusez-moi une nouvelle fois. Pas de problème. Les plus plates excuses. GTB, en termes compréhensibles, cela veut dire gestion technique du bâtiment. En fait, tous les équipements techniques, alors chauffage, ventilation, éclairage, on peut aussi rajouter la sécurité du bâtiment, anti-intrusion, badgeage, et fonctionne sur des automates. Bon, les automates, c'est en mode local. Ce qui va se passer, c'est qu'on va tirer, alors pour parler simple, un câble, un bus de communication entre ces différents équipements de contrôle, de pilotage local, et les rapatrier sur un PC où en fait on peut à distance modifier les paramètres ou ne pas les modifier, et ça nous permet, dans le cadre de ce bâtiment ou tout autre bâtiment, de réagir très vite à des dérives en modifiant soit les paramètres, si c'est des questions de paramètres de fonctionnement, soit en avertissant le locataire, enfin l'usager d'une façon générale, qu'il y a des pratiques, on va dire, qui ne sont pas optimisées. Donc bon, aujourd'hui, on parle souvent de GTB, donc gestion technique centralisée, ou de GTC, gestion technique centralisée, ou bâtiment. On confond un peu les deux termes. Simplement, bon, là, on est dans du bâtiment tertiaire, on parle de GTB. Et c'est un outil qui a un certain coût, et on se rend compte, nous, avec le recul, pas de ce bâtiment-là, mais d'une façon générale, que le fait de ne pas être aveugle, mais d'être maître de ce qui se passe, rapporte beaucoup plus qu'on peut l'imaginer. Bon, et ça, c'est vrai pour le bâtiment, mais je pense que M. Land pourra dire que dans l'industrie, c'est aussi quelque chose d'essentiel. Merci pour ces précisions. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonjour, Monsieur Dezon, TIA Énergie. J'avais deux questions, une pour Nidernais et une pour Ecotral. Je vais commencer par Nidernais. On a vu que vous nous avez dit que le surcoût lié au BBC était de l'ordre de 100 000 euros. Et d'après ce que j'ai vu sur les transparents, vous avez eu des subventions de l'ordre de 120 000 euros. Oui, parce que est-ce que sans les subventions, vous y seriez allé ? Pardon ? Est-ce que sans les subventions, vous y seriez allé ? Je dois dire oui. Attendez, je dois dire oui, maire et adjoint. Pour faire passer en conseil municipal le projet traditionnel à projet BBC, il y a eu beaucoup de discussions au cours d'une séance du conseil municipal. Évidemment, parce que tout simplement, c'est les 120 000, j'ai dû oublier un domaine, là, je n'ai pas tout dit. Évidemment, on n'y serait pas allé autrement. Parce que tout simplement, il faut que je dise autre chose. Lorsque le projet a été lancé, on avait déjà négocié avec la banque et on avait décidé d'emprunter 500 000 euros. Et vous voyez que, il y a d'autres aspects qui se sont rajoutés. On a doublé l'investissement.
Et donc, à un moment donné, en tout cas au cours du printemps, on s'est dit, est-ce qu'on va y arriver avec le budget de la commune et avec ce que l'on a prévu? D'où, lorsque les premières subventions sont rentrées, on était bien content de pouvoir avancer. Mais aujourd'hui, évidemment, je pense que c'est certainement le cas aussi pour les entreprises, et c'est le cas pour les grandes villes. Mais je peux dire que pour les petites communes, c'est vraiment ce qui est indispensable. Les petites communes qui n'ont pas de rentrée d'argent importante parce que nous n'avions pas de zone artisanale, pas de zone industrielle, nous n'avons que les rentrées, on va dire, classiques, traditionnelles, eh bien, c'est véritablement un souci. C'est ce qui explique aussi pourquoi on n'a pas... On avait un projet de salle des fêtes et de clubhouse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, séparés. Et on s'est rendu compte que ça renchérissait le tout. On avait la place sur le terrain. Le terrain est très grand. Et c'est ce qui explique pourquoi on a tout mis sous le même toit, pour économiser, en fait. Et vraiment, je pense que cette subvention, elle devrait continuer. Voilà. Est-ce que j'ai répondu? Oui, très bien. Ma question pour Ecotral maintenant. Comme vous vous situez en rénovateur pour le tertiaire, est-ce que vous avez fait le calcul de l'énergie grise que vous avez mis dans le bâtiment en passant plutôt sur des produits naturels de proximité plutôt que des produits traditionnels tels que les fenêtres en PVC, le polystyrène, la laine de verre, etc. Alors pour répondre franchement, non, on n'a pas non, NON, on n'a pas fait le calcul a priori. Là, on est en phase de démolition une partie des bâtiments, la partie intérieure. Et on est dans la phase de la rédaction du cahier des charges des entreprises de seconde œuvre qui interviendront. Et ce calcul-là, nous, on n'a pas été mené de façon stricte ou officielle, tout comme aucun bilan carbone, je pense, peut-être ne sera fait sur le chantier en lui-même. Donc non, ça n'a pas été. Par contre, on est vigilant, puisqu'on est prescripteur, dans le cadre d'un budget, évidemment, à ce que des matériaux qu'on cite, entre guillemets, verts, soient utilisés au maximum. Donc c'est valable pour les isolants, donc en laine de roche, en priorité. Laine de bois, pardon, en priorité. La surélévation en structure bois. Au niveau des fenêtres, j'avoue que je ne suis pas le chargé d'affaires qui suit le projet aujourd'hui. Ma collègue est en formation, donc elle aurait eu plus de détails à vous donner. Mais au niveau des fenêtres, il me semble que ce sont des menuiseries métal qui sont retenues, non pas PVC. Voilà. Mais ce serait effectivement, je vais remonter l'information, c'est intéressant de... Oui, effectivement. Bon, c'est poser d'autres questions. On va atteindre le niveau... alors bon, le gain est faible, comme vous dites. Je vais quand même rappeler que c'est divisé par 3 et qu'on passe de 7 à 2, c'est pas évident comme ça. Simplement, bon, on avait pensé à l'éventualité de mettre en place du photovoltaïque en toiture afin de faire une compensation CO2 et arriver quasiment au niveau 0. Effectivement, on peut aussi faire le choix d'avoir des matériaux avec une empreinte carbone la plus basse possible afin de montrer un bilan encore plus positif. Oui. Mais bon, Extrait Strasbourg est un grand groupe, donc a aussi un petit peu d'argent, mais bon, il y a des limites à tout aussi. Hein. C'est déjà un projet qui est, on va dire, ambitieux. Mais l'ambition a aussi ses limites, et ses limites, c'est aussi le raisonnable.
Merci pour ces éléments. Est-ce qu'il y aurait une dernière question dans la salle? Je pense qu'on arrive bientôt en limite de temps. Madame. Oui, bonjour. Ma question s'adresse à la personne de Sonoco. Vous nous avez parlé de 2 projets qui vous ont coûté respectivement 120 et 400 €. Vous nous avez donné parallèlement les économies en termes de consommation énergétique et de CO2. Est-ce que vous avez pu chiffrer en euros ce que ça a pu vous rapporter, en fait? Oui. Nous l'avons chiffré, bien sûr, puisque je ne l'ai pas clairement indiqué, puisque ce sont des chiffres qui sont confidentiels un peu, mais vous pouvez le calculer quand même assez facilement avec les économies en mégawattheure que j'ai pu donner, et également le temps de retour que j'ai indiqué à moins de 2 ans pour ces 2 projets-là. Dans le calcul de temps de retour, effectivement, on peut le prendre de 2 manières. Le calcul que j'ai fait, c'est à production constante, puisque ces investissements, comme vous l'avez compris, permettent également d'augmenter notre capacité de séchage. Et qui dit augmentation de capacité de séchage, dit augmentation possible de capacité de production. Et donc, si nous utilisons ces nouveaux investissements pour, en plus, augmenter notre production, ça ne fait qu'améliorer encore plus le temps de retour apporté par ces investissements-là. Je ne l'ai pas fait pour être complètement honnête au niveau comparatif, avant, après, en ne chiffrant que la partie gain énergétique uniquement. Parce que si vous avez le marché pour réellement valoriser les tonnes supplémentaires fabriquées, là, la rentabilité est encore meilleure. Juste un dernier point, là, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure dans la présentation. Je vous ai annoncé des gains de l'ordre de 14 ou 16%, donc une moyenne environ à 15%, qui peut paraître très élevé. En fait, c'est aussi bien comprendre une chose, c'est que comme nous avons, comme je l'ai dit, environ les 2/3 de nos besoins en vapeur qui sont apportés par l'usine d'incinération qui est à côté, en fait, on gagne, quand on fait des économies d'énergie, on gagne sur la partie, le complément que nous faisons nous-mêmes, que nous produisons nous-mêmes, le tiers en gros de notre production de vapeur, qui est faite sur place par une chaudière gaz. Si nous faisons les gains d'énergie, nous estimons que nous allons réduire notre consommation de gaz, ce qui est réel, puisque nous cherchons toujours à utiliser au maximum la vapeur produite par l'usine d'incinération, puisque ça, c'est une vapeur qui est de loin la plus économique, la plus intéressante. Donc voilà un peu ce qui nous permet de faire des gains qui sont finalement un effet levier finalement de gains réels d'environ 8% sur les économies de vapeur. Ça nous fait en réalité un gain de l'ordre de 15 à 16% sur nos économies de vapeur. C'est un peu compliqué, mais le calcul c'est celui-là. Voilà, je vous remercie pour ces précisions. Une toute dernière question rapide alors, parce qu'on a déjà dépassé le... Oui, Monsieur Lang, est-ce que vous êtes soumis aux quotas? Et du coup, est-ce que vous valorisez vos tonnes de CO2? Bien sûr. Nous sommes, bien sûr, oui. Nous avons... Sur la vapeur de l'UOM? Non, là, sur l'UOM, il n'y a pas de quota. C'est sur le gaz uniquement que nous consommons. Non. Là, sur la partie UOM, ce qu'on appelle incinérateur d'ordures ménagères, là-dessus, bien sûr, on n'est pas soumis au quota, puisque pour nous, on achète la vapeur telle qu'elle arrive. C'est de la vapeur au robinet qu'on achète. Et on leur renvoie les condensats qui font la boucle.
Voilà, je vous propose, s'il y a d'autres questions, d'aller voir directement nos intervenants, de les retrouver à l'issue de l'atelier, puisque le temps imparti est maintenant dépassé. En tout cas, je vous remercie tous les trois pour votre implication et vos témoignages. Et ben, je vous souhaite à tous un bon après-midi. Merci à vous. Alors les déchets, effectivement, les déchets, eux, proviennent d'un rayon